industriels, décideurs publics et partenaires des filières, il est particulièrement pertinent de parler concrètement de la transformation de nos modèles agricoles et de leur mise en œuvre. Pour vous accompagner au cours de cet échange, je suis Anne-Sophie Lesage, responsable communication externe chez CEPOL, et j'ai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Raphaël. Bonjour, je suis Raphaël Balanant, je suis responsable RSE chez PepsiCo France. L'agriculture régénératrice fait partie de nos piliers chez PepsiCo et on y reviendra plus tard. Et je suis ravie de co-animer cette table ronde avec Anne-Sophie. Je le disais, l'agriculture régénératrice est aujourd'hui au cœur de nombreuses stratégies, mais au-delà du terme, il s'agit d'une transformation concrète des pratiques agricoles, améliorer la santé des sols, renforcer la biodiversité, préserver la ressource en eau pour adapter les exploitations au changement climatique. La nécessité d'agir ne fait plus débat. Les derniers travaux du GIEC rappellent l'urgence d'adapter nos systèmes agricoles aux effets du réchauffement climatique. La question n'est donc plus faut-il transformer nos modèles, mais bien comment y parvenir concrètement. Car engager une exploitation dans une trajectoire régénératrice suppose des évolutions de pratiques, un accompagnement technique, parfois des investissements et toujours une prise de risque. Sans entrer dans le détail, il est important de rappeler que cette transition a un coût et qu'elle nécessite de la visibilité, de la stabilité et un cadre d'engagement clair pour permettre aux agriculteurs de s'inscrire dans la durée. En parallèle, les industriels sont eux aussi engagés dans une transformation durable. S'ils sont tenus de réduire leurs émissions, de décarboner leurs activités et de répondre aux attentes réglementaires croissantes, ils font aussi le choix de s'engager volontairement, notamment via des démarches SBTI, Science Based Targets Initiative. Donc ces deux dynamiques, on le voit, transition des exploitations et décarbonation des industriels, ne sont pas distinctes, elles convergent. L'agriculture régénératrice devient un levier stratégique, à la fois pour renforcer la résilience des exploitations agricoles et aussi pour contribuer aux trajectoires climat des acteurs de l'aval. Ce sujet dépasse donc juste l'amont agricole. La transition ne peut pas reposer que sur un seul acteur, elle suppose des engagements à chaque maillon de la chaîne et peut-être même bien au-delà. Des initiatives existent, c'est le cas du partenariat entre la filiale d'Avril, CEPOL et PepsiCo, engagé depuis 3 ans et qui se poursuit aujourd'hui. Pour autant, si certains acteurs avancent, le passage à l'échelle reste encore timide. Alors comment passer d'initiatives pionnières à un mouvement plus large? Comment créer les conditions d'un engagement durable et collectif? Et comment accélérer ensemble l'agriculture régénératrice à travers l'action collaboratrice de la ferme aux industriels et aux politiques publiques? C'est ce que nous allons tenter d'explorer ensemble aujourd'hui. Je vais maintenant vous présenter nos intervenants et je les laisse me rejoindre. Pour représenter l'amont agricole, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Caquert, directeur général de Cerevia, l'Union de commercialisation des coopératives Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Terre Comtoise et Oxiane. Côté industriel, je vous présente Cécile Reynaud, responsable marché, programme empreinte pour Avril. Et Stéphane Kramis, expert agriculture régénératrice chez PepsiCo. Enfin, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Laure Le Bourgeois, déléguée ministérielle aux entreprises agroalimentaires au ministère de l'Agriculture. Madame Le Bourgeois viendra réagir à la première partie de la table ronde et répondre à quelques questions. Alain, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots sur Cerevia ? Bah oui, juste une petite présentation. Donc Cerevia, c'est une union de commercialisation de 4 coopératives qui se trouvent dans le sud-est de la France. Ces 4 coopératives sont Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Oxiane et Terre Comtoise, basées à Besançon. Et donc elles rayonnent sur la Bourgogne-Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Assolement traditionnel, alors je vais dire traditionnel jusqu'ici, mais on en parlera après, c'est blé, maïs, oléagineux et orge pour les principales cultures, mais vous verrez qu'on parlera maintenant de nouvelles cultures sur ces exploitations. On parle de seigle, de sorgho, de triticale, de soja, et je l'expliquerai, ça s'inscrit dans le développement des rotations pour justement développer l'agriculture régénératrice. Merci. Cécile ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis responsable de marché pour le programme Empreinte, donc en lien avec l'agriculture régénératrice et bas carbone. Empreinte, c'est un programme qui est déployé par Avril, donc Avril, acteur majeur de l'agroalimentaire en France, et plus spécifiquement par 2 de ses filiales, CEPOL, pour laquelle je travaille directement et qui est en charge de transformer les graines de colza et de tournesol,
et également Le Sieur, qui est leader français sur les huiles pour l'alimentation humaine. Et Stéphane? Oui, merci. PepsiCo, c'est une entreprise globale. Le siège social, c'est à New York, aux États-Unis. On est connu, j'espère, par tout le monde parce qu'il y a quand même des produits très très connus comme les boissons, les PepsiCo, 7-Up et les produits snacks, les Lay's et les Doritos. Et ben voilà, c'est la grande entreprise globale. Moi, je suis responsable chez PepsiCo pour les achats des huiles et aussi pour le thème de durabilité. Et puis, je suis basé en Suisse et je suis suisse-allemand, comme vous pouvez entendre, peut-être. Merci beaucoup à tous les trois. Entrons maintenant dans le vif du sujet, notamment à travers la collaboration concrète entre CEPOL et PepsiCo. Du coup, je me tourne vers vous en premier, Stéphane. Concrètement, aujourd'hui, en quoi consiste le partenariat entre CEPOL et PepsiCo? Sur quoi porte-t-il et quels en sont les grands principes? Merci Raphaël. Ouais, tout d'abord, PepsiCo, c'est une entreprise qui est vraiment basée sur l'agriculture. On achète beaucoup de cultures différentes autour du monde pour approvisionner nos usines. Et puis, toutes les formes d'achat sont un peu différentes. Ça dépend de la géographie où on le fait. Ça dépend un peu des cultures aussi. Si on prend les pommes de terre, par exemple, on achète directement chez les agriculteurs. Donc, forcément, pour l'agriculture régénératrice, eh ben, on a ce lien direct avec les agriculteurs et puis on travaille main dans la main avec eux pour ce sujet. En revanche, les produits agricoles comme le blé ou les graines oléagineuses, c'est différent. C'est plus indirect puisqu'il y a un procès au milieu. Par exemple, le raffinage. Donc, on achète les huiles un produit semi-fini, donc les huiles, dans ce cas-là, par exemple, de CEPOL. Et donc, ça, c'est un peu une chaîne de valeur totalement différente. Et puis, aussi la forme dont on travaille la durabilité. Donc, si on prend cet exemple des produits indirects, ben, on travaille avec des partenaires pour justement y arriver à nos buts et puis pour fortifier la résilience sur les fermes qu'on a. Donc, pour répondre à la question, il y a 3 ans, on a commencé à travailler avec CEPOL au sujet de la durabilité et on a créé un programme ensemble que vraiment c'est basé sur l'incitation des pratiques. Donc, les agriculteurs sont incités à faire un changement de pratique. Donc, par exemple, labourer moins profondément les sols ou bien d'intégrer des nouvelles pratiques. C'est par exemple des couvertures d'hiver. Et tout ça, en résumé, c'est vraiment pour avoir l'impact qui est mesuré des résultats sur l'amélioration de la qualité du sol, de l'eau, la biodiversité ou bien aussi la réduction des gaz à effet de serre. Merci beaucoup Stéphane. Cécile, je me tourne maintenant vers vous. En quoi ce partenariat est-il structurant pour CEPOL ? Alors, tout d'abord, je voulais rappeler, donc PepsiCo, c'est un client historique pour CEPOL et pour Le Sieur. Ça fait maintenant, comme tu l'as dit Stéphane, 3 ans qu'on a développé un sourcing spécifique donc, pour de l'huile liée à des pratiques agricoles régénératrices. Et pour moi, dans ce partenariat, on a, je dirais, 3 points qui sont structurants. Le premier, c'est la durée. Je l'évoquais, ça fait déjà 3 ans et c'est pas terminé, loin de là. Cette durée, elle est importante pour les agriculteurs, pour leur donner la visibilité nécessaire pour engager des transformations de leurs pratiques. Le deuxième point qui est structurant à mes yeux, c'est le fait qu'ici, on n'est pas sur un projet pilote, on est vraiment sur le fait d'avoir monté et développé une filière mesurée, tracée et reproductible. Et le troisième point, et pas des moindres, c'est la rémunération additionnelle qui, au travers de ce programme, permet de financer le développement des nouvelles pratiques pour les agriculteurs. Du coup, si on revient 3 ans en arrière, au début de cette collaboration, qu'est-ce qui a poussé chacun de votre côté, CEPOL et PepsiCo, à engager cette collaboration autour de l'agriculture régénératrice? Côté PepsiCo, quels ont été les enjeux déclencheurs? Oui, en effet. Bon, premièrement, l'agriculture, c'est vraiment le poste le plus important en point de vue émissions de gaz à effet de serre. Donc, il fallait agir là-dessus. Deuxièmement, en 2020, on a renouvelé nos objectifs SBTI, que vous avez expliqué avant, qui a lancé toute une série d'actions et d'objectifs, entre elles, des objectifs sur l'agriculture régénératrice. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est l'importance des graines oléagineuses ou l'huile végétale à la fin. Vous savez tous que, enfin j'espère, mais le rendement des huiles végétales ou des graines végétales comparé aux pommes de terre ou aux betteraves, c'est vraiment beaucoup plus inférieur. Donc pour nous, les graines oléagineuses représentent 65% de toutes les surfaces
qu'on utilise pour l'approvisionnement de la production de nos produits. Donc, c'est important de tacler les graines oléagineuses. Donc, priorité numéro 1, ça c'était clair. Et le troisième point, France, le pays représente, c'est au top 5 en Europe pour nous, au point de vue surface agricole où on fait l'approvisionnement. Donc c'est le plus important, un des plus importants pays pour nous pour faire des projets. Donc c'était vraiment clair et net qu'on voulait faire un projet avec priorité ici en France. Donc ensuite, on a regardé un peu, comme un sondage, qui a la capacité de faire un programme avec nous, qui partage les mêmes visions avec nous, qui est un fournisseur stratégique pour nous en long terme. Et puis on a trouvé CEPOL avec ça, plutôt facile, je dois dire. C'était plutôt un match naturel, je dirais. Et puis on a construit ce programme directement ensemble. Et du coup, côté CEPOL, quand vous avez été en contact avec PepsiCo, est-ce que PepsiCo a accédé à une offre déjà existante ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a dû être adapté ? Alors en fait, si je regarde dans le rétroviseur, CEPOL avait déjà une expertise sur la valorisation de filières agricoles bas carbone, mais pour un marché assez spécifique, qui est le marché des biocarburants bas gaz à effet de serre, et sur lequel on était déjà présent depuis 2020. L'entreprise avait déjà pris, au moment où on a commencé à discuter avec Pepsi, une décision stratégique qui était à la fois d'accélérer fortement sur notre implication dans cette transition agroécologique et d'aller chercher d'autres débouchés, donc notamment celui des huiles alimentaires dont on est en train de parler. Donc finalement, quand on a commencé à discuter avec Pepsi, nous, les offres qu'on mettait en marché à cette époque-là, elles étaient quand même ciblées sur le marché des énergies bas carbone, même si on était aux prémices de notre programme Empreinte. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'à cette époque-là, on a co-construit ensemble pour correspondre aux attentes de Pepsi. Merci à tous les deux. Revenons sur le chemin parcouru avec 3 ans de recul. Qu'est-ce que cette collaboration vous a-t-elle apprise et qu'est-ce que vous n'aviez pas forcément anticipé au départ? Peut-être en commençant par vous, Cécile. Alors, réponse peut-être un petit peu bateau en premier lieu, mais évidemment l'importance de travailler avec l'amont agricole et avec nos partenaires OS et coopératives. Sans agriculteurs, il n'y a pas d'agriculture régénératrice. Moi, je pense qu'il y a un trio gagnant, si je puis dire, c'est l'accompagnement des agriculteurs, le modèle de prime filière que l'on déploie, et aussi tout le côté gestion de la data et des reporting. Et c'est peut-être sur ce dernier point que, même si on en connaissait l'importance, on a continué à apprendre et on continue à apprendre ensemble sur la nécessité de standardiser les données, les méthodologies, les KPI. Et ça reste un apprentissage de tous les jours. Stéphane, vous voulez compléter ? Oui, et puis c'est un peu pareil, mais tous les débuts, c'est difficile, c'est vrai. Au début, on ne connaissait pas tous les détails, donc on a dû prendre un peu des risques, bien sûr des risques calculés, mais c'était quand même des risques qu'on a dû prendre pour en avancer, pour faire le premier pas à l'avance. Mais on a dû tester et on a dû apprendre tout au long, ça c'est sûr. Mais après, on a vu que ça fonctionne quand même parce qu'il y a eu une positive réponse des agriculteurs. Ils ont participé à ce programme tout de suite depuis le début. Donc ça nous a donné un signe positif comme quoi ça fonctionne. Notre offre dans le marché est acceptable. Bon, ça c'est bien de savoir, c'est important. Donc ça c'est bien. Mais comme tu disais avant, Cécile, je crois que c'est compliqué quand même l'agriculture régénératrice. Puisque c'est nouveau, mais aussi puisqu'il y a des détails derrière. Justement, pour le reporting et les données, c'est quand même assez compliqué, mais c'est quand même la base pour avancer durablement et stablement. Hein, donc, c'est assez important aussi de savoir. Sinon, avec un peu de recul, oui, on incite les pratiques, comme je vous ai dit avant. Donc, là, on ne sait pas toujours ce qu'on reçoit comme résultat. Donc maintenant, il y a peut-être un changement dans l'industrie pour aller plus vers les résultats et puis pas un changement de pratique seulement. Peut-être c'est un hybride, mais on voit que c'est un peu plus simple pour planifier, je dirais. Merci. Et alors pour PepsiCo, ce programme est une réponse à votre ambition globale de transformation RSE. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agenda PepsiCo Positive ? Très volontiers, parce que ça fait partie de ma journée quotidienne, donc ou de mon travail quotidien, je dirais. Donc PepsiCo Positif, c'est notre programme de durabilité autour du monde. Donc il n'y a qu'un programme de durabilité, ça s'appelle PepsiCo Positif. C'est basé sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est le pilier chaîne de valeur positive. Là, on regarde la circularité de l'emballage, les gaz à effet de serre, la réduction de l'eau dans nos usines, etc.
Le deuxième pilier, c'est le choix positif. Donc, c'est comment inclure le consommateur, comment est-ce qu'on peut parler au consommateur du bien de ce qu'on fait. Et le troisième, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, c'est l'agriculteur positif. Et c'est le plus important pour nous, c'est clair. Dans l'agriculture positive, on a 3 objectifs principaux. La première, c'est d'approvisionner durablement toutes les matières premières. C'est un peu la base de ce qu'on fait. Vous pouvez penser à la certification, par exemple. Mais au-dessus de là, c'est l'agriculture régénératrice. Notre objectif, c'est d'implémenter sur 4 millions d'hectares globalement des pratiques régénératrices. 4 millions d'hectares, c'est à peu près la surface qu'on utilise pour produire tous nos produits globalement. Donc c'est énorme. Et le troisième, c'est d'augmenter les revenus pour 250 000 agriculteurs globalement. Ça, c'est aussi un sujet important pour nous. Et bon, c'est clair qu'on a aussi signé les SBTi, donc les gaz à effet de serre, ça nous touche aussi, c'est pas que dans les usines de production, mais c'est aussi dans l'agriculture même. Donc c'est les plus importants. Et puis après, il faut savoir qu'on travaille indirectement ou directement à peu près avec 300 000 agriculteurs mondialement, donc c'est énorme. Et puis c'est 50 différentes cultures qu'on approvisionne globalement. À peu près 1 milliard de produits est consommé tous les jours autour du monde. Donc, c'est des numéros assez grands, mais il faut avoir un système qui couvre le tout. Et puis, on essaye de faire ça avec ce programme PepsiCo Positif. Merci. Même question pour Cepol. Cécile, est-ce que vous pouvez nous présenter votre programme Empreinte ? Oui, alors Empreinte, c'est le programme qu'on a développé qui permet pour nous de promouvoir, accompagner et rémunérer la mise en place des pratiques agricoles vertueuses avec notre amont agricole dans un but qui est de servir nos clients engagés vers un impact plus positif sur la planète. Au travers d'Empreinte, on a une ambition qui est claire, c'est atteindre 1 million de tonnes de graines de colza et de tournesol sourcées au travers de ce programme d'ici à 2030. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente un petit peu plus de 15% de la production française de colza et de tournesol. Aujourd'hui, au travers de ce programme, Cepol et Le Sieur peuvent proposer à leurs clients des huiles bas carbone associées à des pratiques d'agriculture régénératrice. Et on a aujourd'hui développé un modèle d'insetting. Alors c'est un petit peu technique, mais concrètement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient valoriser des pratiques agricoles et des réductions de gaz à effet de serre qui ont déjà été mises en place chez les agriculteurs qui nous commercialisent leurs graines, et ce, au sein vraiment de notre chaîne, de notre filière des oléoprotéagineux. Et ça nous permet aujourd'hui de délivrer à nos clients des données fiables qui répondent à leurs enjeux environnementaux. Et pour tenir ces engagements, il faut une capacité à embarquer l'amont. Où en êtes-vous ? Oui, alors effectivement, ça c'est juste indispensable. Aujourd'hui, donc nous, notre stratégie là-dessus, c'est de travailler avec plusieurs acteurs au niveau de l'amont agricole, donc les coopératives, les organismes collecteurs des graines, pour pouvoir justement accélérer, aller vite et passer cette mise à l'échelle. Et donc Empreinte, c'est un programme qui est relativement récent dans son périmètre actuel, puisqu'on l'a lancé début 2025, donc on a 1 an sur ce programme-là. Et on est fiers, puisque sur cette première année, c'est 10 organismes stockeurs qui nous ont rejoints et qui ont embarqué avec nous au travers du programme Empreinte, dont bien évidemment Cerevia qui est à nos côtés aujourd'hui. Et on s'appuie en fait sur l'expertise des OS pour pouvoir accompagner au quotidien les agriculteurs, les former et les orienter pour qu'ils effectuent cette transition. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 agriculteurs, donc sur cette première année de mise en œuvre, qui sont accompagnés par le programme Empreinte au travers des 200 000 tonnes de graines de colza et de tournesol qu'ils nous ont commercialisées en 2025. Merci Cécile. On va passer à une partie plus focus sur l'amont maintenant. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'agriculture régénératrice, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça signifie pour un agriculteur ? Je vous propose de visionner une courte vidéo témoignage, et j'ai cliqué. Pour moi, l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui préserve les sols pour améliorer la structure, la biodiversité, dans l'objectif d'avoir un sol vivant et qui permette à la culture d'être plus résiliente face aux aléas climatiques. C'est une agriculture qui se pense en lien étroit avec son environnement, donc c'est une agriculture systémique où en fait la structure même de ce qu'on va faire sur son exploitation va répondre à une réalité climatique, géopolitique
et donc va permettre de donner à l'exploitation une durabilité dans tous les sens du terme. Donc c'est avant tout la cohérence des choix techniques qui sont faits sur l'exploitation sans rien s'interdire. Donc les modifications qui ont été apportées sur l'exploitation, c'est principalement l'allongement de rotation, la modification de travail du sol, avec notamment une partie de l'exploitation qui est maintenant en semi-direct. On a des couverts végétaux implantés avant, notamment les cultures de printemps. Maintenant, on a l'apport de matières organiques, notamment de fumier, de digesta ou de fiente sur une grande partie de l'exploitation. Quand on est une coopérative agricole et qu'on accompagne nos adhérents vers cette agriculture régénératrice, donc vers cette vision finalement plus systémique de l'agriculture, on va chercher la robustesse. Donc on va avant tout penser le socle de l'exploitation, c'est-à-dire la diversité des cultures qu'on va avoir sur l'exploitation. C'est pour ça que quand on accompagne au service technique, on s'appuie sur le concept ESR pour efficience, substitution, reconception. On commence par le R, c'est-à-dire qu'on va déjà vérifier que le système il est structurellement viable et pas essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois ou de perfuser un système qui est en déclin parce qu'il n'est pas cohérent avec les réalités agricoles. On va déjà commencer par repenser ça, repenser les débouchés et donc la diversité des cultures qu'on a en place, c'est la base. Ensuite, on va chercher des leviers qui sont peut-être plus vertueux que d'autres et donc remplacer, c'est ça la notion de substitution, certains leviers par des leviers plus vertueux, typiquement changer de forme d'azote parce que la forme qu'on va utiliser va être plus vertueuse sur le plan de l'empreinte carbone qu'elle va représenter. Et puis enfin, il y a cette notion d'efficience, de pilotage fin d'une pratique, de façon à optimiser cette pratique et donc l'efficience et aussi sur le plan économique, les euros de marge qu'on va générer par rapport aux euros qu'on investit. Volonté de préserver les sols, la biodiversité, voilà, de répondre aussi aux attentes des consommateurs. C'est un raisonnement général, voilà, préserver la biodiversité, l'environnement, participer un peu aux bonnes pratiques pour le climat. On accompagne ces changements de pratiques sur une durée de 5 ans, puisqu'on estime qu'il faut au moins cette temporalité-là pour retrouver une résilience, un changement de modèle, puisqu'on n'est pas dans un système de rupture, mais bien d'accompagnement, et puis d'aller petit à petit dans le moins d'utilisation d'intrants, notamment des engrais azotés, des produits phytosanitaires. Enfin voilà, on sent que ça... Quand on leur parle un petit peu de cette forme d'agriculture, c'est peut-être le pas qui leur permet d'y aller, parce qu'en tout cas, intuitivement, dans leur envie de faire différemment de leur pratique actuelle, c'est une voie qui peut répondre à ces attentes-là. Les grosses modifications qui ont eu lieu sur l'exploitation ces dernières années, c'est notamment l'investissement dans du matériel pour pouvoir faire du semi-direct, l'arrivée sur le secteur, sur la région du projet Secalia et de la méta qui va faciliter le boulot, faciliter la modification notamment de l'assolement sur l'exploitation. Sans ce projet-là et sans la modification du matériel, on n'aurait pas pu faire ces changements. Et le changement de matériel sur l'exploitation, ça a un coût. Donc moi aujourd'hui, je travaille avec une vingtaine de mes collègues sur une CUMA qui nous a permis de limiter les coûts dans le matériel. Dans toutes les exploitations, il va falloir que tous les acteurs de la filière participent à cette modification parce que l'exploitant seul ne peut pas supporter autant de modifications sur son exploitation pour modifier son travail du sol, ses pratiques générales. Il y a deux choses qui sont cruciales aujourd'hui et qui doivent pousser à la transition dans les exploitations agricoles. C'est que voilà, le contexte et géopolitique et de changement climatique dans lequel on se trouve fait que de toute façon, si on ne fait rien, si on ne change pas notre façon de travailler, inéluctablement, on sait qu'on va dans le mur. Alors du coup, c'est un risque pour l'exploitation en tant que telle, sa rentabilité, sa robustesse, sa pérennité, mais c'est aussi un problème en termes de reprise d'exploitation, puisqu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu autour de l'attractivité des exploitations. Et quoi de mieux qu'une exploitation diversifiée, robuste, pour donner envie aux jeunes générations de s'installer et de poursuivre l'activité agricole. Et puis ce qui est crucial, si on veut réussir cette transition, il faut absolument qu'on sécurise nos agriculteurs dans les débouchés. Aujourd'hui, les agriculteurs, bien sûr qu'ils ont conscience des enjeux environnementaux, ils sont en lien avec le vivant tous les jours. Eux aussi ont envie de protéger l'environnement, mais il faut aussi qu'ils puissent vivre de leur métier. Je pense qu'aujourd'hui, si les agriculteurs font ces efforts, ça doit pouvoir leur permettre de se différencier sur les marchés français et européens aujourd'hui. Alain, je me tourne vers vous.
Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'union de commercialisation Cerevia. Vous qui accompagnez les agriculteurs au quotidien, est-ce que l'agriculture régénératrice prend de plus en plus de place dans la conduite des exploitations? Alors, Maxime, l'interview de Maxime est très intéressante, c'est un agriculteur de notre région. Maxime est administrateur et en fait, ce qui est très important, quand on engage un agriculteur, il vous l'expliquait, on l'engage sur une période de 5 ans. Et c'est très important, si on ne lui apporte pas une visibilité, un marché, un débouché, une valorisation économique, l'agriculteur n'ira pas. Donc pour répondre clairement à la question, on avance, mais au fur et à mesure de la demande du marché. On ne veut pas aller trop vite pour ne pas décevoir l'agriculteur. Ils sont déjà suffisamment déçus par un certain nombre de choses aujourd'hui, des évolutions de marché, des évolutions politiques. Donc aujourd'hui, on time vraiment l'offre à la demande et on adapte l'offre à la demande et on engage nos agriculteurs au fur et à mesure de la demande du marché. C'est très, très important. Et qu'est-ce que vous constatez comme changement concret en termes de prise de risque? Alors, Maxime l'a déjà dit aujourd'hui, les charges de mécanisation sont très importantes, donc outils de semis et de travaux du sol. Donc ça, c'est le premier investissement important pour les agriculteurs. Ensuite, c'est des formes d'azote. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le scope 3 en B2B, c'est de 70 à 80%. Mais à l'intérieur du scope 3, la fertilisation azotée va représenter là aussi 70 à 80% de l'empreinte carbone d'une tonne de blé, d'une tonne de colza. Et donc, bien évidemment, les formes d'azote, alors on parle souvent d'engrais verts dits produits par des méthodes décarbonées, mais le plus important, c'est les émissions au sol, la nitrification. Quand vous mettez de l'engrais au sol, vous en avez 40 à 60% qui se volatilisent. Et donc, c'est des nouvelles formes d'azote qui évitent cette volatilité, qui permettront de significativement réduire l'empreinte carbone. Mais ces formes d'azote sont techniques à appliquer, il faut des semoirs spécifiques et c'est aussi des engrais dits plus techniques, donc des investissements. Donc le deuxième point, la fumure azotée. Le troisième, la rotation. Sur nos exploitations, Maxime l'a dit, l'exploitation derrière, vous avez vu, c'était un blé qui était, voilà, cette vidéo était prise il y a quelques temps, donc il était dans son champ de blé. Il y a du blé, des orges, du maïs, du colza. Mais pour que cette agriculture régénératrice fonctionne, il faut y incorporer de nouvelles cultures. C'est des légumineuses, c'est des pois protéagineux, c'est du soja. Mais si on n'apporte pas un marché à ces agriculteurs, là aussi, il n'a aucune raison de mettre du pois ou du soja sur son exploitation. Donc il faut lui apporter des marchés. C'est bien beau de lui dire mets du colza, mets du soja, mets des pois, mais si on ne lui apporte pas un marché derrière, il ne le fera pas. Donc c'est aussi le développement de filières spécifiques autour du soja. On a dans nos régions, pour tout vous dire, alors on n'est pas en concurrence avec CEPOL, mais on a des usines de trituration de soja pour justement apporter un marché donc, au travers des tourteaux de soja à nos exploitations. Donc troisième critère, sur ces rotations, apporter des marchés spécifiques. Et le quatrième, très important, il a été évoqué, nos coopératives ont développé donc, une équipe de data scientists. Tout ce que l'on se dit là n'a pas lieu d'être si on n'est pas capable de le tracer, de le reporter et de le documenter. C'est Martin qu'on voyait dans la vidéo. C'est Martin qu'on voyait dans la vidéo. Mais si l'agriculteur, ce n'est pas dans ses habitudes de reporter les choses, donc on a eu un gros travail auprès d'équipes de data scientists de récupérer les informations de nos agriculteurs, la traçabilité de tout ce qui est fait au champ, de telle manière à pouvoir les traduire en facteurs d'émission, puisque ce dont on parle aujourd'hui, ces pratiques doivent être traduites en facteurs d'émission. Et donc, on a une équipe aujourd'hui capable de remonter toutes les informations telles qu'elles existent sur nos exploitations. Donc, voilà les 4 principaux postes en investissement qui ont été réalisés sur nos exploitations. Et on a vu dans la vidéo que votre méthode d'accompagnement des agriculteurs dans leur transition, c'est le concept ESR, efficience, substitution, reconception. Mais est-ce un des leviers clés pour sécuriser leur engagement dans la durée ? Alors oui, c'en est un, mais je vais peut-être me répéter, mais j'insiste, vraiment pour accompagner les agriculteurs, il faut leur donner des perspectives. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus avancer s'il n'y a pas des perspectives claires, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de prendre des risques. Donc clairement pour moi aujourd'hui, c'est des perspectives de marché qui permettront aux agriculteurs de vraiment s'engager dans ces démarches. Et honnêtement, quoi de plus vertueux que les démarches dont on parle, d'agriculture régénératrice bas carbone, honnêtement, il y a eu énormément de filières de développer ces dernières années, mais celle-là est vraiment très vertueuse. Moi, je suis content qu'on soit là pour en parler entre industriels B2B, entre CEPOL et PepsiCo. Mais c'est des filières vertueuses, il faut les expliquer aux consommateurs, parce qu'on a, je trouve, là des filières qui permettent de parler de l'agriculteur, des démarches vertueuses. Ce que fait l'agriculteur, c'est vertueux. Donc on a là aujourd'hui
des démarches qui sont extrêmement, en termes de communication, je trouve, vertueuses. Donc appuyons ça, mais je me répète, l'agriculteur n'ira pas s'il n'y a pas des perspectives claires de marché en quantité et en prix. Il ne le fera pas. Et vous avez lancé le programme Vert by Cerevia qui permet de valoriser les pratiques agricoles durables et régénératrices à l'échelle de l'ensemble de la rotation et pas uniquement sur les cultures oléagineuses, bien sûr. Pourquoi était-il important d'adopter cette approche globale de l'exploitation et comment s'articule ici Vert by Cerevia et Empreinte? Alors, on a décidé de donner un nom à ces démarches pour que l'agriculteur s'y retrouve. Il y a tellement de démarches diverses et variées, il y en a quasiment autant qu'il y a de clients. Et on s'est dit, finalement, on va les héberger autour d'une démarche qu'on appellera Vert by Cerevia. L'agriculteur, quand on lui parle de verre, il sait qu'on parle de démarche d'agriculture régénératrice. Après, il peut y avoir des cahiers des charges spécifiques, mais au moins c'est clair pour lui. Il sait ce dont on parle. Donc, c'était une volonté d'avoir un message clair auprès des agriculteurs. Alors, Vert by Cerevia, c'est principalement une démarche aujourd'hui qui s'appuie sur le label bas carbone pour la partie Scope 3 alimentaire. On a aussi des démarches en 2 BSVS qui sont principalement pour les biocarburants, mais Vert by Cerevia, c'était la volonté de regrouper toutes ces démarches autour d'un seul et même nom pour que l'agriculteur s'y retrouve. Et côté CEPOL, quand vous avez imaginé le programme Empreinte, vous l'aviez imaginé pour qu'il puisse s'imbriquer dans d'autres programmes, j'imagine? Oui, effectivement, Alain, tu l'as mentionné. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Chaque acteur, quasiment, a son initiative. Et c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que les gens s'y intéressent. Mais ça ne peut fonctionner à un moment que si les initiatives sont en capacité de marcher ensemble. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on travaille au travers du programme Empreinte, c'est effectivement d'avoir une synergie avec les OS qui ont mis en place leur propre programme pour s'appuyer dessus. Et en gardant en tête également que tous les OS aujourd'hui ne sont pas forcément aussi avancés que Cerevia, par exemple, dans ce type de démarche. Et on a aussi une volonté dans cette mise à l'échelle qui est de pouvoir embarquer également des acteurs de l'amont qui sont peut-être un petit peu moins matures, en leur apportant finalement au travers d'Empreinte une solution clé en main où on les accompagne sur tout le volet data, calcul, etc., ou qu'on va mener pour leur compte et où on leur donne la perspective de marché sur notre filière des oléagineux pour les aider à passer le premier cap et à embarquer. Bon, on constate que les démarches que vous portez respectivement convergent. Merci à tous les trois. Maintenant, on va passer à l'engagement des acteurs et au passage à l'échelle. Donc, on vient de le voir, le partenariat dans lequel vous vous êtes engagés, Cerevia, CEPOL et PepsiCo, est riche et ambitieux. Mais ces initiatives ne sont néanmoins pas complètement neutres, et notamment d'un point de vue financier. L'agriculture régénératrice a un coût, et c'est un fait. On vient de parler des investissements. J'aimerais entendre votre vision à tous les trois sur ce sujet important. Comment les acteurs de l'amont et de l'aval abordent-ils aujourd'hui cette réalité économique et leur engagement dans la transition agricole? Peut-être en commençant par vous, Alain. Oui, alors en fait, tout début de la démarche, on a pris un échantillon représentatif de nos exploitations et on a fait une estimation de ce que coûterait la mise en place de démarches d'agriculture régénératrice. Et en fait, ce coût aujourd'hui, pour l'agriculteur, c'est 187 € par hectare et par an. Et l'agriculteur doit s'engager sur 5 ans. Donc le coût de ces démarches aujourd'hui, pour l'agriculteur, c'est 187 € par hectare et par an. Pour certains, c'est plus, pour certains, c'est moins, c'est une moyenne. Mais retenez ce chiffre-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur qui s'engage dans ces démarches doit à minima récupérer cet investissement, puisque c'est l'investissement qu'il doit faire pour intégrer ces démarches et pour s'engager dans des réductions carbone, dans des réductions, dans des améliorations de ses exploitations. Donc, pour nous, c'était clairement le cahier des charges. Donc, nos objectifs, c'est d'aller dans le marché et s'assurer de pouvoir valoriser ces démarches dans la mesure où c'est un coût. Aujourd'hui, c'est un coût de mise en place de ces pratiques. Et si on remonte la chaîne de valeur, Cécile ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, sur la question financière, bien évidemment, elle est au centre. On sait que le consommateur n'est pas prêt forcément à payer, en tout cas pas la totalité, et que bien évidemment, l'agriculteur ne peut pas payer non plus, d'où l'importance d'avoir les différents maillons de la filière autour de la table. Au travers d'Empreinte, nous, on a deux convictions sur cette question financière.
La première, c'est le modèle de prime filière, c'est-à-dire que pour nous, la prime reversée aux agriculteurs, elle doit toujours être liée à un flux physique de matières premières entre les acteurs, ce qui garantit d'avoir une cohérence entre les flux financiers et les flux de matières premières. Et le deuxième point, donc vous l'avez compris, nous on est un acteur sur la filière des oléagineux et on pense que c'est notre rôle d'être en capacité finalement quand un agriculteur produit une tonne de graines de colza par exemple, on va transformer cette graine de colza en huile pour l'alimentation humaine, mais on a aussi des coproduits, il y a des tourteaux pour l'alimentation animale, si on fabrique du biodiesel, il y a un coproduit comme la glycérine qui part dans pas mal de choses, mais notamment le marché de la cosmétique. Et donc nous, aujourd'hui, on a une volonté qui est finalement d'aller capter cette valeur liée aux bonnes pratiques que l'agriculteur a déployées sur son champ, sur l'ensemble des débouchés, et d'avoir ce modèle multi-débouché au travers d'empreintes. Et si on est en capacité d'aller chercher cette valeur sur les huiles alimentaires, sur le marché de la cosmétique, sur le marché de la nutrition animale, on est en capacité d'en remonter aussi un maximum à l'agriculteur. Et voilà, chez Avril, on est fiers d'avoir une forte capacité à remonter cette valeur à l'amont agricole. En 2025, donc c'est 7 millions d'euros qui ont été reversés à l'amont agricole pour ces primes liées à l'agriculture régénératrice et bas carbone. Ça fait à peu près 35 euros par tonne de graines ou à peu près 110 euros par hectare aujourd'hui, sur lequel, donc en l'année 2025, on a pu contribuer via ce programme Empreinte. Merci. Et Stéphane, pour PepsiCo, quelle est la position sur le partage de cette valeur ? Oui, absolument. Je ne vais pas tout répéter, mais je pense que l'important, c'est la création de la valeur pour tous les différents membres de la chaîne d'approvisionnement. Si on pense au consommateur, on l'a entendu avant, le consommateur n'est pas aujourd'hui prêt. Eh ben, je pense là-dedans, on a quand même un devoir de faire une éducation, d'en parler de ce qu'on fait sur nos produits, dans les supermarchés, qu'on en vend les produits. Et il faut que le consommateur sache ce qu'il achète et pourquoi il achète ce produit et non pas l'autre. Donc c'est ça pour le consommateur. Si je recule un pas, c'est nous, les marques, c'est les entreprises de production de produits finis. Nous, on a l'intérêt, bien sûr, pour les objectifs, comme j'ai mentionné avant, les SBTi et tout ça, mais je crois que l'importance, c'est pas ça pour nous. L'importance pour nous, c'est aussi de penser à l'avenir. Dans 20 ans, on veut toujours produire des produits PepsiCo, Lay's, Doritos et tout ça. Et puis, pour ça, il faut quand même assurer la chaîne d'approvisionnement pour le long terme. Et je crois qu'on a tous vu, on est en fin février, il fait 20 degrés, je suis en jaquet. En tout cas, en Suisse, c'est pas normal. Je sais pas à Paris, mais je pense pas non plus. Alors, tous ces changements-là, il faut faire avec. Et puis, il faut quand même créer cette résilience sur les champs avec les agriculteurs. Donc ça, c'est important pour nous, pour le long terme. Si je pense pour CEPOL, c'est un peu pareil. Il faut que les usines marchent tous les jours. Il faut qu'il y ait des matières premières pour justement marcher l'usine, aussi en long terme. Et puis si je pense à l'agriculteur, aussi les climatiques, les changements, il les voit ça tous les jours. C'est vraiment c'est difficile, ça coûte cher aussi. Il faut créer cette résilience sur les champs. Il faut qu'on stabilise les rendements. Ça, c'est le plus important pour l'agriculteur. Donc, eux, ils ont aussi intérêt à s'investir dans cette agriculture régénératrice. Donc, en résumé, tout le monde a un intérêt de s'en investir dans cette agriculture régénératrice. Et puis, si ça, c'est créer cette valeur, je pense qu'on parle plus de co-investissement, de faire des programmes ensemble. Et ce n'est pas porté par une seule partie, mais c'est par tout le monde. Ça serait la formule de succès dans mon opinion. Et puis, c'est comme ça qu'on pourrait changer vraiment le secteur agricole. Excusez-moi. On a parlé beaucoup de coûts. Je me retourne vers vous, Cécile. Est-ce que ça a impliqué de faire certains choix au niveau du partenariat ? Alors oui, des choix, il y en a toujours à faire. Si j'en illustre un au sein de notre partenariat et plus généralement nous également au sein d'Empreinte, on a fait le choix du mass balance. Alors pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est que le mass balance ? En fait, c'est un système de traçabilité très reconnu qui garantit qu'à chaque étape de la chaîne, c'est-à-dire chez Cerevia, chez CEPOL, chez Le Sieur, chez Pepsi, on a une quantité équivalente de volume vertueux acheté et de volume vertueux revendu, tout en autorisant néanmoins le mélange physique entre de la matière première standard et de la matière première vertueuse. Alors pourquoi ce choix ? Il y a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est que on en a déjà pas mal parlé, c'est déjà suffisamment compliqué d'aller chercher les financements et de financer cette transition pour ne pas finalement gaspiller, si je puis dire ainsi, une partie de la prime dans des surcoûts logistiques, il y a de la ségrégation et ce genre de choses.
Et le deuxième, c'est que c'est un système qui permet de garder un lien fort entre les fermes où sont produites, où sont mises en œuvre les pratiques vertueuses et les approvisionnements en huile. Merci. Alain, pourriez-vous nous dire côté Cerevia, quelles limites existent encore aujourd'hui et quels freins vous remontent les agriculteurs ? On l'a déjà évoqué, mais clairement le frein aujourd'hui, alors, les freins techniques à investissement, on l'a dit, les freins de marché sont pour moi aujourd'hui le plus important, on l'a déjà évoqué. Je rebondis sur la remarque de Cécile. Je pense que c'est un engagement fort aussi au travers du programme Empreinte, un engagement sur 5 ans. Ce n'est pas le tout, mais l'agriculteur, on l'engage sur 5 ans. Donc un engagement sur 5 ans, c'est important. Donc il faut reconnaître que cette démarche est relativement unique dans le marché et fort appréciée. Et nous, on pousse ces démarches-là. On en a sur d'autres espèces aujourd'hui. On en développe également sur des blés, sur des maïs, parce qu'il faut avoir les mêmes démarches sur l'ensemble des exploitations. Quand on parle colza aujourd'hui, c'est 15% de l'assolement d'une exploitation, mais il y a 85% à gérer derrière. Donc il faut aussi trouver ce type de marché sur des filières maïs, sur des filières orge, sur des filières blé. Donc clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de déployer ce type de démarche sur toute la diversité des assolements des exploitations. Merci beaucoup. Stéphane, je me retourne vers vous pour PepsiCo. On voit que les partenariats sont clés. Quels autres exemples d'initiatives de cofinancement à l'international ont été des succès et qu'est-ce que vous avez appris ? Oui, j'ai plusieurs exemples à partager ici. Donc, le premier, c'est international, comme vous avez dit. Donc, le premier, c'est aux US, PepsiCo et Walmart, un distributeur, enfin, le plus grand distributeur aux US. Ils ont mis un accord sur 7 ans d'investir 120 millions de dollars dans l'agriculture régénératrice ensemble aux États-Unis. Donc, pour améliorer justement les qualités de sol, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment grand et vraiment un grand succès pour en avancer et accélérer et pour avoir cette accélération. Deuxième exemple, c'est qu'on a rejoint un programme qui s'appelle Récolte. C'est un programme où on co-investit avec d'autres entreprises comme Nestlé ou Tereos au nord de la France. Donc c'est un très bon exemple comment est-ce qu'on peut arriver justement à faire cette rotation, pas seulement le colza, mais le blé aussi et d'autres cultures pour justement que l'agriculture ait toute la surface couverte pour cette agriculture régénératrice. Et le troisième, là j'ai oublié le troisième. Voilà. 2, c'est bien. Oui, c'est les distributeurs, c'est assez important. Voilà. Parce que les distributeurs, ils sont aussi dans la chaîne de valeur. Voilà. On a le début, le milieu, nous et à la fin les distributeurs. On est en train de parler avec les distributeurs et les distributeurs, ça commence à bouger. Ça commence gentiment à bouger et puis on continue à travailler avec eux pour un cofinancement de nos programmes d'agriculture régénératrice. Moi, je pense que la clé dans tout ça, c'est la comptabilité des gaz à effet de serre. Si vous y pensez que si on peut partager les coûts entre les membres de la chaîne de valeur, c'est bénéficiant pour tout le monde, donc on partage les coûts, mais chaque membre peut compter 100% des résultats. Ça, c'est le plus important dans toutes ces affaires de GES. Et puis, ça devrait avoir vraiment une formule de succès à la fin pour tout le monde. Merci. On parle d'agriculture régénératrice depuis tout à l'heure. Pour autant, Cécile, vous en avez parlé, on peut se demander si le consommateur est sensibilisé à ce sujet. Pour ça, on est allé leur poser la question en vidéo. Alors, la qualité, la provenance. Je regarde les ingrédients, je m'intéresse aux marques. Et après, par rapport à tout ce que j'ai comme bagage, on va dire personnel, je choisis d'acheter un produit. Maintenant, je fais très attention à ce que je mange. Non, du tout. Absolument pas. Alors, vraiment pas. Par contre, avec le terme, on se dit régénératrice, c'est ce qui va effectivement se régénérer par elle-même, c'est ça ? J'achète de tout, pour le coup. Je vais autant au marché que chez Biocoop ou La Vie Claire. Voilà. Je suis vraiment très attentive à ce qui se passe dans le monde. Les magasins bio, je vais dans des magasins plus chers que d'autres pour avoir la qualité, pour être sûr en fait de la provenance et puis qu'on respecte surtout l'agriculture en France, qu'on la conserve. C'est notre force, donc faut pas l'oublier.
Bon, on le voit, le consommateur, le concept d'agriculture régénératrice, il ne l'a pas forcément. Et donc, on sait que cette transition agricole ne pourra pas reposer uniquement sur le consommateur final. Du coup, j'ai plusieurs questions pour vous. Comment est-ce que, Stéphane, chez PepsiCo, vous intégrez cette réalité dans la stratégie tout en poursuivant les objectifs environnementaux ? On est très content d'être pionnier dans tout ça et puis on a vraiment fait beaucoup de travail pionnier dans l'agriculture régénératrice, mais à la fin c'est quand même toute la chaîne qui doit se bouger, donc si on est sérieux là-dessus, aussi les distributeurs par exemple, ils ont des targets, des objectifs SBTi, donc il faut aussi qu'eux ils bougent, donc chacun dans cette chaîne d'approvisionnement est vraiment obligé pour atteindre ses objectifs, mais pas seulement pour ça, mais aussi pour le long terme comme je disais avant. Et si on est sérieux là-dessus, c'est là qu'on voit les gens commencent à bouger. Ça, je pense, c'est le plus important. Puis après, il faut voir les cofinancements que je vous avais dit avant. Et puis à la fin, il faut trouver des autres sources de financement. On doit être créatif pour voir ça. Par exemple, dans le secteur financier, par exemple, sur les nouvelles réglementations ou d'autres opportunités là-dessus. Mais ça, je pense, il y a ce devoir d'être créatif et de trouver d'autres financements partout pour avancer et puis vraiment à l'échelle. Sinon, on reste toujours insignifiant et on évite ça. Alain, du point de vue des agriculteurs, qu'est-ce que l'engagement d'acteurs comme Avril et PepsiCo change concrètement en termes de confiance, de visibilité, de capacité à s'engager dans la durée? On en a déjà dit quelques mots. On en a dit quelques mots, mais pour nous, c'est vrai qu'en tant qu'OS, on a peu d'impact sur le consommateur. Donc c'est un échelon intermédiaire, c'est important, on l'entend, il y a quand même... Voilà, je pense que c'est représentatif du consommateur. C'est-à-dire le consommateur n'a aucune idée de ce dont on parle aujourd'hui. C'est quand même dommage. Parce que je trouve qu'il y a une belle histoire en plus à raconter. Donc ce travail-là, on ne peut pas le faire. Alors on le fait à notre échelle, mais c'est important d'engager toute la filière économiquement, mais dans sa capacité aussi à communiquer. Que ce soit CEPOL de par son rayonnement national, PepsiCo par son rayonnement international. Et donc c'est important pour nous de pouvoir aussi échanger avec vous, parce qu'on se rend compte quand même que le consommateur a un niveau de connaissance qui est... Je vais pas dire à construire. Oui, puis je vais pas le juger, c'est à construire. Je pense que c'est dommage parce qu'il s'il l'intégrait, je pense qu'il verrait les choses différemment et il consommerait probablement différemment. Côté CEPOL et PepsiCo, de quoi est-ce que vous auriez besoin aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin, Cécile? Je dirais d'encore pas mal de choses parce que je pense qu'on en est encore au début de l'histoire de manière réaliste. Si j'en cite quelques-unes, je pense qu'il y a un point autour de l'innovation. Il y a encore certainement beaucoup de choses à travailler sur l'innovation et le transfert de l'innovation agronomique, technologique, etc. au service de la décarbonation, bien sûr. Et le deuxième point, donc tu parlais, Alain, du fait que effectivement le consommateur aujourd'hui est peu sensibilisé sur la notion d'agriculture régénératrice, mais avant même le consommateur, déjà nous, en tant qu'industriels autour de la table, l'agriculture régénératrice, c'est un concept qui reste encore parfois flou. Autant sur la partie carbone et la comptabilité carbone, il y a des standards internationaux comme le GHG Protocol, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui définissent aujourd'hui quand même bien les cadres et qui définissent les manières de comptabiliser. Et on manque sur l'agriculture régénératrice d'un standard reconnu à minima à l'échelle européenne et idéalement à une échelle internationale, mais qui puisse finalement définir, parce que pour communiquer, il faut déjà qu'on ait un langage commun. Et aujourd'hui, ce langage commun, il manque. Et côté PepsiCo ? Je crois qu'il y a trois choses qui viennent dans la tête. Le premier, c'est vraiment, comme tu l'avais dit avant, avoir les mêmes règles de jeu. Ça, c'est la standardisation, c'est important aussi. Je pense un deuxième, je regarde vers vous, Madame Lafourgeois, c'est aussi le soutien des financements publics pour cette transition dans le secteur agricole, pour justement payer la bonne rémunération aux agriculteurs pour faire le changement, que c'est pas que nous. Et puis dans la même idée que d'avancer au PAC et le financement public, c'est aussi le cofinancement de tous les partenaires dans la chaîne de valeur. Comme je l'ai évoqué avant, c'est le plus important pour accélérer, pour le faire plus durable et puis vraiment pour arriver à l'échelle. Merci à tous pour votre participation. Merci tout particulier à Stéphane pour cette transition toute trouvée. J'accueille maintenant Madame Le Bourgeois. Merci. Je le rappelle.
Je rappelle que vous êtes délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires au ministère de l'Agriculture. Raphaël, à toi. Tout à fait. Alors, Madame Le Bourgeois, vous avez entendu des initiatives privées concrètes portées par l'amont et par l'aval. Quel regard portez-vous aujourd'hui, en tant que représentante des politiques publiques, sur ces dynamiques ? Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à réagir à ces échanges et à la présentation de ce projet. Moi, je trouve que ces échanges témoignent d'un dialogue permanent entre trois acteurs, de l'amont vers l'aval. Et donc, je pense que c'est le début d'une belle histoire. Et donc, j'ai retenu plusieurs points marquants. Alors, je ne serai probablement pas exhaustive, mais donc, de vos témoignages, je retiens que le passage à l'échelle est là. Et effectivement, c'est toujours difficile, challenging, de passer de l'expérimentation à un modèle qui est reproductible et à une vision de filière. La deuxième chose que j'ai retenue des échanges, c'est aussi la partie contractualisation avec les agriculteurs. Parce qu'effectivement, dans un monde économique, il y a besoin de visibilité et cette contractualisation permet aux agriculteurs de se projeter, de s'engager dans la transition, qui est toujours une prise de risque. Et puis, troisième chose, c'est l'attention que vous donnez aux données. Et pour moi, c'est un peu la particularité de l'agriculture régénérative, qui est basée sur des données scientifiques. C'est une obligation de résultat, et pas une obligation de moyens. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été un fil conducteur des échanges et qui pour moi, est marquant. Et le travail main dans la main avec les coopératives aussi me semble central, parce qu'en fait, pour que ça marche, il faut que l'agriculteur ait la possibilité de rester sur son cœur de métier, qui est l'agriculture, et de ne pas produire des données. Merci. Quelle vision la France et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire souhaitent-elles porter dans des discussions européennes actuelles sur l'orientation des politiques agricoles ? Question pas facile. Alors, je ferai une réponse assez large. Mais donc, le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire a à cœur de défendre le socle commun en matière de politique agricole européenne. Et dans les textes qui sont proposés pour le futur cadre de financement pluriannuel, il y a un certain nombre de définitions et de dispositions communes qui disparaissent. Et donc, pour le ministère, ça pose un risque de décommunautarisation. Et donc, par exemple, la proposition qui est faite de laisser aux États membres rémunérer une partie de la conditionnalité environnementale, pour nous, pose un risque de décommunautarisation, puisqu'en fait, la conditionnalité environnementale ne serait plus une ligne commune. L'autre point, c'est la possibilité, dans le texte proposé par la Commission, d'augmenter la part nationale, le taux national de cofinancement, ce qui peut en fait aussi mener à une certaine décommunautarisation, puisqu'en fait, suivant les choix des États membres, eh bien, les agriculteurs ne seront pas face à la même réalité économique. Donc voilà pour le premier pilier du futur cadre de financement pluriannuel. Je voulais aussi parler du second pilier, qui, je pense, est très intéressant dans le cadre de nos discussions. Donc, le second pilier, il propose un nouveau dispositif, un nouveau fonds européen de compétitivité qui vient en addition du fonds Horizon Europe. Et donc, dans les projets, ce second pilier a 4 thématiques prioritaires. Et une thématique prioritaire, eh bien, c'est bioéconomie, santé, et agriculture. Et donc, il y aura 42 milliards d'euros sur cette thématique-là, dont 22,5 milliards d'euros sur le Fonds européen de compétitivité. C'est donc une occasion de pouvoir rebooster, de retrouver notre compétitivité et d'innover. Et donc, la France sera vigilante sur le fait que les États membres aient leur droit
de parole sur ce fonds européen de compétitivité. En gros, que ce ne soit pas juste le jouet de la Commission. Voilà. Donc voilà globalement sur les politiques européennes. Merci. Quel levier pourrait permettre d'accélérer la transition vers l'agriculture régénératrice et comment mobiliser davantage d'acteurs publics et privés pour y contribuer? Alors, je vais me focaliser là sur les leviers non financiers. J'ai bien entendu le message sur la partie financement, mais pour l'instant, sur les non financiers. Je voudrais revenir à la définition de l'agriculture régénérative qui est donnée par le Conseil économique et social européen dans son avis d'initiative de 2025. Dans sa définition, il inclut explicitement le fait que cette agriculture régénérative, elle doit se faire en garantissant la résilience des rendements, la compétitivité et l'efficacité. Et je pense que ça, c'est très important. On ne pourra mettre ça en place que si c'est compétitif et que ça rémunère et que la rémunération, elle est pour tous les gens qui sont dans la chaîne de valeur. L'autre levier auquel je pense, c'est avoir une approche basée sur les résultats. Donc on a beaucoup parlé de données, et donc bien des données scientifiques, mais aussi se mettre d'accord sur les résultats qu'on veut mettre en avant. Alors là, les pouvoirs publics auront certainement un rôle à jouer pour essayer d'avoir une vision un peu commune. Est-ce que c'est un affichage? Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats qui peuvent être compliqués, mais voilà, avoir une vision commune. Et puis, le troisième levier qui me tient à cœur, c'est le faire savoir. C'est bien de faire, mais le faire savoir est aussi important que le faire. Et donc, une communication transparente et sincère pour que le consommateur ait confiance me semble très important. Et c'est très lié au point sur les données, sur le fait d'avoir des données qui sont scientifiques et récoltées de manière indiscutable. Et je pense que ça, c'est aussi à mettre en perspective sur des produits où il y a en plus la compétition de l'importation, où on aura envie de pouvoir positionner certains produits par rapport à des produits importés. Merci, je pense que ces leviers sont clés, en effet, notamment la communication jusqu'au consommateur, on a pu le voir avant. Je vais revenir à la question des financements. Quelles solutions de financement seraient les plus pertinentes selon vous pour accompagner efficacement l'essor de l'agriculture régénératrice? Alors je vois 3 grands groupes de leviers financiers. Le premier, bien, c'est le financement privé. Et dans ce financement privé, il y a beaucoup d'initiatives qui existent aujourd'hui, d'entreprises qui accompagnent, dont le métier est d'accompagner les agriculteurs dans leur transition et notamment notamment de les aider financièrement sur les premières années. Par exemple sur les locations d'outils, mais aussi à travers des portages fonciers, des financements privés comme l'initiative que vous avez. Donc voilà pour un premier groupe. Le deuxième groupe qui est plus global, qui est la PAC à travers tout ce qui est conditionnalité des aides. Et puis le troisième qui est un peu plus dans mon champ d'expertise, qui est l'État avec ses opérateurs que sont la Banque publique d'investissement, BPI, ou la Banque des territoires, avec ce très beau programme qui est France 2030. Alors, je ne vais pas vous donner tous les dispositifs de France 2030, mais je pense que c'est important de s'arrêter sur certains d'eux. Alors, aucun ne s'appelle agriculture régénérative, mais beaucoup agissent sur certains leviers et piliers de l'agriculture régénérative. Juste pour en citer quelques-uns, et donc ces dispositifs, ils vont de la recherche assez fondamentale vers la mise en pratique, soit au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau des territoires. Et donc, on a le dispositif de programme et d'équipement prioritaire de la recherche, PEPR, de son petit nom. Donc, on a un PEPR agroécologie et numérique qui, lui, va aider des projets qui utilisent le levier numérique pour améliorer des pratiques. Et donc, par exemple, on soutient financièrement des projets de modélisation d'état et de dynamique des écosystèmes avec des flux et des mesures de flux et de stock du carbone.
On a le grand défi biocontrôle et biostimulation, qui aide sur tous les projets de biosolutions qui visent à maîtriser la gestion de la biologie du sol. Et puis il y a un dispositif que j'aime particulièrement, qui est le dispositif PRAM, donc prise de risque amont, aval et massification des pratiques, qui vise à l'usage réduit de produits phytosanitaires et qui accompagne le passage de l'étape expérimentale à une généralisation sur des méthodes éprouvées. Et je vous en parle parce que la prochaine relève de PRAM, c'est le 14 avril. Et donc, allez sur le site de la BPI, renseignez-vous sur cet appel à projet et soumettez des projets qui sont totalement dans le thème de notre discussion. Et alors, j'imagine que vous avez donné une partie des réponses, mais comment stimuler l'innovation et attirer des investissements dédiés à l'agriculture régénératrice afin d'accélérer sa généralisation et donc son passage à l'échelle Alors, je pense que le dérisquage, c'est vraiment au centre, dérisquage ou partage du risque, amont-aval. Je pense que c'est vraiment essentiel pour stimuler l'innovation. Et à côté de ça, il y a aussi la notion de dynamique multi-acteurs. On a des projets dans France 2030 qui favorisent ça, parce que l'innovation, elle n'est pas que technique, elle est aussi organisationnelle. Et la capacité d'avoir un dialogue très resserré, ça constitue le terreau de l'innovation un peu plus technique. Et puis, dans les autres choses que je vois, c'est une massification réussie. Donc le passage à l'échelle qui marche, ça donne un exemple qui peut susciter des vocations. Et puis pour finir, c'est la transparence de la communication sur des résultats avec des données scientifiques. Alors avant de diffuser une courte vidéo et de donner la parole à la salle pour des questions, si vous aviez un message, Madame Le Bourgeois, à adresser aux acteurs privés réunis autour de cette table, qu'attendez-vous d'eux pour accélérer la transition agricole ? Je dirais qu'on a besoin de plus de projets comme le vôtre et que le vôtre a une vraie valeur d'exemple. Et vous l'avez cité un peu, mais pour moi, le succès qui est obtenu, ça doit être un encouragement à essaimer, à répliquer. Et donc, PepsiCo, faire ça sur d'autres produits, CEPOL, faire ça avec d'autres coopératives. Et puis, vous l'avez mentionné pour Cerevia, c'est aller sur d'autres matières premières agricoles et faire en sorte que tout ce qui est dans l'assolement puisse rentrer dans ce type de dynamique. Et aussi, voir un peu ce qu'il y a à côté. Donc, j'ai cité quelques exemples, mais je pense qu'il pourrait y avoir des échanges fructueux de différents types de projets. Merci beaucoup, Madame Le Bourgeois. Je vous remercie particulièrement parce que vous devez nous quitter maintenant. Depuis le début de nos échanges, une chose apparaît... Oui, allez, si vous avez besoin d'y aller. Merci beaucoup. Merci. Une chose apparaît clairement... On peut l'applaudir. Merci beaucoup. La transition vers l'agriculture régénératrice ne peut pas reposer sur un seul acteur. Elle suppose des engagements concrets, partagés et structurés dans la durée. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit la collaboration entre CEPOL et PepsiCo. Donc après 3 années de travail en commun, les 2 entreprises ont décidé de franchir une nouvelle étape en renforçant leur engagement. Cette table ronde, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière cette avancée, formalisée au travers d'une lettre d'intention qui fixe le cap de ce partenariat pour les prochaines années. Je vous propose de découvrir une courte vidéo dans laquelle les 2 partenaires partagent leur vision et les perspectives ouvertes par cette collaboration. Aujourd'hui, cela fait maintenant 3 ans que nous avançons aux côtés de PepsiCo pour fournir des huiles de colza et de tournesol issues de pratiques agricoles régénératrices. Ce partenariat repose sur la conviction que la transition agricole ne peut se faire qu'ensemble, avec les agriculteurs, les coopératives et les industriels. Cette nouvelle étape entre CEPOL et PepsiCo représente pour moi un véritable accélérateur en lien avec notre agenda de transformation PepsiCo positive. Nous avons engagé la transformation de nos approvisionnements agricoles afin de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sur le scope 3 flag. Chez Avril, nous sommes engagés dans une démarche SBTI avec un objectif clair. Réduire de 30% nos émissions scope 3 à horizon 2030.
Pour y parvenir, nous nous appuyons sur Empreinte, notre programme qui permet l'accélération de la mise en place des pratiques agricoles régénératrices. Cette ambition, alignée avec notre trajectoire SBTI 1.5 degrés, s'accompagne d'une volonté de déployer les pratiques agricoles régénératrices sur plus de 4 millions d'hectares à travers le monde d'ici 2030. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en donnant une nouvelle dimension, une dimension carbone à notre collaboration, qui s'appuiera sur 2 leviers structurants. La première, il s'agit de la collecte de données primaires directement auprès des agriculteurs pour calculer des facteurs d'émissions spécifiques. Et le second levier correspond à l'intégration du stockage du carbone dans le sol. Le tout en s'alignant sur les dernières recommandations du GHG Protocol et la traçabilité physique qui est aujourd'hui requise. Pour atteindre ces objectifs, je suis convaincu que nous devons travailler avec des partenaires capables d'allier ambition, rigueur scientifique et transparence. C'est exactement ce que nous avons construit avec CEPOL et que nous renforçons aujourd'hui. Cette lettre d'intention ouvre aussi un chantier qui me tient particulièrement à cœur, celui des innovations en matière de décarbonation. Concrètement, nous allons explorer des technologies novatrices, notamment en matière de fertilisation, qui reste l'un des postes les plus importants, tout en prenant en compte leur réalité agricole. Mais au-delà de l'évaluation technique de ces innovations, l'enjeu est collectif. Travailler sur des modèles de cofinancement pour faciliter leur adoption par les agriculteurs et mobiliser d'autres acteurs de la chaîne de valeur. L'objectif, c'est de renforcer le soutien collectif au monde agricole et de permettre un déploiement plus large avec un impact réel. C'est un chantier très innovant et nous sommes convaincus qu'il peut créer de la valeur pour l'ensemble des filières. Ce partenariat est structurant puisqu'il fixe un cadre avec l'horizon 2027-2030 et nous nous fixons aujourd'hui un cap ambitieux. L'objectif est de fournir 60% des volumes à PepsiCo avec une réduction de l'intensité carbone jusqu'à 30%. Je me réjouis de la signature de cette lettre d'intention puisqu'elle témoigne d'un engagement exigeant qui nous permettra d'avancer ensemble avec méthode, transparence et impact. Pour PepsiCo, cette lettre d'intention marque une étape importante. Elle pose les bases d'une collaboration encore plus ambitieuse fondée sur la transparence, la science et l'impact dans le territoire. Nous sommes ravis de poursuivre ce chemin avec CEPOL et de montrer qu'en unisant nos forces, on peut transformer durablement nos chaînes d'approvisionnement et contribuer à une agriculture plus régénératrice et plus résiliente.